Il est temps de passer à notre deuxième table ronde consacrée aux stratégies justement de risque et de dépendance. Et pour ça, j'appelle à monter sur scène Antoine Perrin, le directeur stratégie, innovation et efficience achat de Schneider Electric. Montez Antoine, nous rejoindre. Vous présidez par ailleurs Minalogic Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Cher, le vice-président Global Public Affairs et Alcohol in Society de Pernod Ricard qui nous rejoindra en visio. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Creux également. Bonjour Antoine, vous pouvez monter sur scène, vous êtes le directeur de la sécurité de la Société Générale. Je vous en prie, installez-vous, prenez les micros et on va commencer avec vous. Antoine, on va évoquer 3 points de vue autour de ces sujets-là avec 3 secteurs différents. On l'a dit, l'industrie, la finance, la distribution, avec 3 problématiques différentes, mais qui montrent bien toute la complexité de ce sujet autour des dépendances et des stratégies à mettre en place. Pour une entreprise mondiale comme Schneider Electric, Antoine Perrin, comment fait-on pour gérer une fonction achat qui s'est retrouvée ces derniers mois sous les feux croisés à la fois des pénuries et des ruptures de supply chain? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation. Donc un mot pour rappeler le métier et la position de Schneider Electric, un leader mondial du management de l'énergie, de l'efficacité énergétique et de la décarbonation de l'énergie. Donc vraiment en 2 mots, Schneider ne réalise pas des moyens pour produire l'énergie, ne fait pas d'éoliennes, ne fait pas de panneaux solaires, ne fait pas de réacteurs nucléaires. Schneider ne fabrique pas non plus ce qui consomme l'énergie, ne fait pas de moteur, ne fait pas d'ascenseur, ne fait pas de radiateur. Mais tout ce qui se passe entre la production et la consommation de l'énergie, c'est le métier de Schneider de manière à être le plus efficace, évidemment toujours disponible et sûr, mais en plus efficace et décarboné. C'est ce que fait Schneider. Leader mondial dans ce domaine, une entreprise très globale. Certains disent que c'est peut-être l'entreprise la plus globale, d'une part une taille évidemment assez importante, mais aussi une position très équilibrée, très répartie entre toutes les zones géographiques, à peu près un tiers, pour le faire simple. Le premier pays de vente de Schneider, groupe d'origine française, bien sûr, basé à Paris, son siège est à Paris. Le premier marché, le premier pays de vente, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est la Chine. Le troisième, c'est l'Inde. Et la France arrive en 4e. Donc une position extrêmement répartie, une stratégie donc de présence globale, mais en fait, on pourrait dire multilocale. Et pour en venir donc à votre question, Schneider, depuis longtemps, vise à avoir un équilibre entre la vente, la production et l'approvisionnement, les fournisseurs, le sourcing. Donc pour le dire en un mot, la Chine est un pays évidemment très important. C'est le premier pays, on va dire, de croissance dans un domaine comme l'énergie et les infrastructures, etc. Bien évidemment, c'est la première croissance mondiale globalement sur les 10 ou 15 dernières années. C'est, on va dire, le 2e pays en valeur derrière les États-Unis. Donc, on vend en Chine des produits qui sont à 98-99% fabriqués en Chine et sourcés chez des fournisseurs en Chine. Une façon de le dire, c'est quand il y a eu la première crise Covid, la première phase de la crise Covid, où la Chine était complètement arrêtée, avec en plus le nœud logistique principal à l'échelle nationale, qui est Wuhan, qui était complètement bloqué. Le reste du monde, en tout cas chez Schneider, fonctionnait normalement. On pouvait approvisionner et livrer nos clients de façon complètement normale. Par contre, la Chine était arrêtée. Donc, depuis longtemps, et ça date de la fin des années 2000, Schneider développe cette logique de chaîne logistique relativement courte, de fournisseurs de proximité, et de s'appuyer à la fois sur les capacités et les compétences qui existent, aussi bien en Europe, en Amérique du Nord qu'en Chine. En précisant peut-être d'ailleurs que l'approche est délibérément assez régionale. On entend par régional finalement un ensemble qui est à la fois un ensemble assez homogène sur un plan économique, sur un plan technique et sur un plan culturel. Donc pour nous, la Chine, c'est une région. L'Inde, c'est une région. Et l'Europe est une région. On est parfois sollicité ou interpellé sur « mais que faites-vous pour la souveraineté nationale ?» Et en fait, notre vision... C'est pas le bon échelon pour Schneider. Pardon, voilà. C'est pas le bon échelon. L'échelon, pour nous, c'est pas le bon échelon. Ouais. L'échelon, il est européen. Schneider se revendique comme une société européenne,
permettez-moi de dire qu'une production soit en France ou en Belgique ou en Italie. Tout à l'heure, je crois que monsieur Tingo vous parlerait pour un groupe qui est franco-italien, fondamentalement. Pour nous, c'est un peu la même chose. Et j'irais même jusqu'à dire l'Europe de l'Est fait vraiment partie de cet ensemble. L'Europe ne pourrait pas être efficace et compétitive sans l'Europe de l'Est. Les Allemands ont très bien compris. Ils ont une industrie très puissante qui a une arrière-cour, si vous me permettez cette expression, très orientée aussi sur l'Europe de l'Est, qui monte en gamme constamment. Et donc vous avez anticipé ce découplage technologique dont on parlait en début de colloque ce matin. Voilà, ça fait longtemps qu'on est sur cette logique-là, y compris bien sûr en Europe. Et donc Schneider a 3 usines électroniques en Europe, dont 2 en France, que nous voyons comme parfaitement compétitives par ailleurs. Je veux dire, la Suisse est un pays où les coûts salariaux ne sont pas spécialement bas. Ça n'empêche pas la Suisse d'être très compétitive et d'avoir un fort facteur d'exportation industrielle. Donc la compétitivité industrielle, c'est un ensemble de choses et on est tout à fait en mesure de le faire. Alors, ça fait longtemps qu'on fait ça. Le fait est que la montée en puissance des facteurs de souveraineté à l'échelle géopolitique, la tension croissante, qui ne date pas d'ailleurs d'hier ou des dernières semaines, qui d'un certain temps, en particulier entre les États-Unis et la Chine, qui a commencé de façon très forte, un peu sous l'ère Obama, mais surtout sous l'ère Trump, nous amène évidemment depuis maintenant déjà un certain temps à travailler. Monsieur Julliard a utilisé ce terme, on l'utilise tout à fait clairement, une stratégie, en plus d'avoir des chaînes courtes et résilientes, qui est une stratégie de découplage. Ouais. Qui vient du fait qu'il y a une volonté, en particulier de ces 2 grandes puissances majeures, États-Unis et Chine, de ne pas dépendre mutuellement, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont énormément d'échanges. La Chine est très impliquée dans l'économie américaine et le contraire également. N'empêche, il y a une volonté de ne pas dépendre, notamment sur des facteurs stratégiques, des facteurs technologiques, l'un de l'autre. Donc nous travaillons ce découplage. Schneider, beaucoup de choses ne dépendent pas uniquement de nous, mais il y a en matière technologique des facteurs de découplage qui nous amènent à travailler d'un côté une technologie, on va dire, d'obédience américaine pour servir les marchés nord-américains et de l'autre des technologies chinoises émergentes qui sont de plus en plus, on va dire, réclamées par nos collègues chinois. Avec un maître mot qui est l'anticipation. Exactement. Alors ça demande... C'est le mot de la crise, évidemment, un peu tarte à la crème, mais c'est plus vrai que jamais finalement pour une entreprise. Finalement, il y a un peu je pense qu'il y a un peu les deux niveaux de réponse. Il y a des réponses qui sont un petit peu tactiques et court terme, ce qui n'empêche pas de les anticiper, mais qui sont évidemment une capacité à rebondir. On parle de stock stratégique, ça fait un certain temps. Je parlais de l'électronique, mais c'est vrai sur les matières. Monsieur, je ne me rappelais plus de son nom, parlait de la dépendance du monde à la Chine en matière de certaines matières, de terres rares, etc. Il y a aujourd'hui des acteurs qui travaillent à réduire en tout cas cette dépendance. Parce qu'en fait, des terres rares, il n'y en a pas qu'en Chine, il y en a aussi dans d'autres endroits. Donc on voit bien, je dirais, des volontés politiques. On voit aujourd'hui à travers le CHIPS Act européen la volonté de construire des souverainetés sur les semi-conducteurs, dont M. Tingo parlera mieux. Et pour nous, c'est un facteur positif. On est tout à fait en soutien de ça. On cherche à avoir des écosystèmes qui ont cette capacité. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Cher. Je me tourne vers vous. Alors, on vous a en visio. Laurent, je le rappelle, vous êtes vice-président Global Public Affairs et Alcohol in Society de Pernod Ricard. Pour vous, le problème est un peu inversé. C'est pas tant une question de sourcing que de débouchés. Expliquez-nous ça. Merci beaucoup, Raphaël, et je remercie MEDEF de m'avoir invité aujourd'hui. Je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui. J'ai dû rester dans ma cave. Vous avez un fond fort sympathique. Oui, tout à fait. J'ai dû rester dans la cave pour tourner les bouteilles. Donc c'est une cave de champagne. Écoutez, sous la boutade, ça représente bien en réalité ce que fait Pernod Ricard. On élabore des produits pour beaucoup d'appellations d'origine, ce qui veut dire qu'ils sont élaborés dans un terroir, que ce soit du champagne en Champagne, du cognac, de la vodka en Suède, du whisky en Irlande. Et notre dépendance à nous, notre dépendance, c'est vis-à-vis du consommateur. Le consommateur, il se situe partout dans le monde pour croître, et singulièrement, il est surtout de plus en plus dans les économies émergentes. Donc à partir de là, notre dépendance, c'est de pouvoir apporter nos beaux produits, aux consommateurs, là où ils se trouvent. Et on constate aujourd'hui qu'il y a des taux de croissance plus élevés
pour nos productions. Pernod Ricard n'est en cela que emblématique du reste du secteur. Ce n'est pas un cas isolé dans le secteur des vins et spiritueux. Le consommateur se trouve beaucoup dans les pays émergents. On constate des taux de croissance les plus élevés dans les pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie notamment. Ça s'explique par un certain nombre de facteurs. La croissance économique qui a tendance à être plus soutenue dans ces marchés-là, et la croissance démographique également. Si je prends un exemple, en Chine ou en Inde, le taux de pénétration des vins et spiritueux étrangers est de moins d'1%, donc dans le secteur des vins et spiritueux, donc on a des opportunités de croissance significatives. Et la classe moyenne supérieure en Chine, par exemple, qui a l'occasion, qui a les moyens financiers d'acheter nos produits de qualité, croît de 7 millions par an, et la classe moyenne classique au total, pas seulement supérieure, mais la classe moyenne classique, jusqu'à 90 millions d'euros, 90 millions de personnes sur les 3 dernières années, malgré le Covid et le ralentissement de la croissance. Donc pour nous, en fait, l'objectif est de pouvoir apporter nos produits à ces consommateurs dans ces pays-là. Et la dépendance, c'est de ne pas être tributaire d'un ou deux gros marchés. On a besoin de se diversifier pour tout le secteur parce que on ne peut pas être tributaire des variations économiques ou des risques géopolitiques dans un pays. Donc, on a besoin de pouvoir accéder simultanément au Brésil, au Nigeria, à la Turquie, à la Thaïlande, en plus des États-Unis, de l'Inde ou la Chine. Et le meilleur vecteur qu'on ait trouvé pour ce faire aujourd'hui, pour accéder à ces pays qui souvent sont fermés aux exportations de vins et spiritueux, ce sont les accords de libre-échange de l'Union européenne. Alors, c'est pas très populaire en ce moment, mais néanmoins, c'est une nécessité vitale pour nous. Si je vous donne un exemple très pratique, une bouteille de Moum, celle qui est derrière moi, cordon rouge, que l'on va trouver en France à 25 €, elle peut monter jusqu'à 30, 45, 50 € dans certains pays émergents en raison des droits de douane. Et donc, on a besoin que la diplomatie économique européenne nous ouvre ces marchés au travers des accords de libre-échange. Et ça marche. On a constaté que lorsque l'Union européenne a fait des accords avec la Corée, par exemple, l'élimination de droits de douane a permis de multiplier par 3 les volumes d'exportation vins et spiritueux européens. En Colombie, ça a été multiplié par 2 sur 7 ans. Au Pérou, ça a beaucoup augmenté aussi. Donc, ces systèmes marchent et c'est la condition pour que nos produits qui sont pas ou peu délocalisables, généralement, puissent être exportés dans le monde entier. Donc ça, c'est notre dépendance, l'ouverture de ces marchés émergents. Très bien, merci beaucoup pour cette belle présentation, Laurent Cher. On voit qu'effectivement, ces accords sont aussi de plus en plus remis en cause. On a eu la guerre des tarifs. Vous, industrie de l'alcool, a été une des premières victimes de la guerre des tarifs entre les États-Unis sous Donald Trump et l'Union européenne. On voit que le sujet n'est pas clos. J'ai envie de me tourner maintenant vers le secteur de la finance. Avec vous, Antoine Creux. Antoine, vous êtes le directeur de la sécurité du groupe Société Générale. On va parler menaces cyber et numériques. Pour une banque aujourd'hui, c'est quasiment le principal risque. Quelles ont été les dernières évolutions en la matière ? Bonjour à tous et merci d'avoir invité le secteur bancaire à parler de souveraineté parce que finalement, je pense qu'on a besoin évidemment des banques pour assumer la souveraineté. Je rappelle simplement que le groupe Société Générale a été créé il y a 150 ans pour accompagner la première révolution industrielle. Et ça montre bien son lien avec les entreprises. Et on a besoin de grandes banques françaises pour accompagner les entreprises, quelle que soit leur taille. Ne pas pouvoir financer ces projets, c'est ne pas être souverain. Donc je crois que c'est important, effectivement, qui est dans un pays où les banques financent 70-80% de l'économie. Hein. Oui, non, mais je pense que voilà, on est un moteur de la souveraineté. Il faut aussi l'avoir bien en tête. Puis merci d'avoir associé le secteur de la sécurité, parce que le secteur de la sécurité, souvent, il est invisible. Il est transverse. Il soutient les entreprises. Il essaye à chaque fois, finalement, à travers une approche globale de la sécurité, d'apporter tout ce qu'il peut pour favoriser le développement de l'entreprise et protéger ses actifs, avec, bien sûr, une attention particulière à la protection de ses collaborateurs et de ses clients.
Alors, sur les questions de sécurité cyber, où en sommes-nous? Alors, sur le côté cyber, il y a des grosses évolutions en fait depuis 10 ans. Il y a 10 ans, si je prends le secteur bancaire, on luttait d'abord et essentiellement contre ce qu'on peut appeler la cybercriminalité. La cybercriminalité qui était forcément attirée par le secteur bancaire parce qu'on sait où est l'argent quand même. Hein. Donc on venait chercher non plus dans le coffre-fort, on venait plus chercher dans le distributeur automatique de billets, mais on venait chercher, grâce au cyber, eh bien, de quoi avoir accès à des virements, à des comptes bancaires. Et c'était soit finalement à travers la capacité à aller chercher des codes de chez nos clients, hein, avec de faux comptes, de faux sites, Société Générale par exemple. On en a tous les jours qui se créent. Qui existe toujours. Hein, ça oui, existe absolument. toujours. Soit Phishing. c'est bien connu dans les entreprises avec l'ingénierie sociale, le côté fraude au président, où on essaye finalement d'obtenir là aussi un virement ou des coordonnées bancaires. Alors progressivement, on a vu un renforcement de cette cybercriminalité qui s'est organisée pour non seulement aller chercher de l'argent, mais surtout rançonner. Hein. C'est finalement le renforcement dans ce secteur-là, comme dans d'autres, de tout ce qui est attaque ransomware, rançongiciel, qui va bloquer vos systèmes et ensuite vous demander une rançon pour le débloquer. Voilà. Ou vous volez des données, c'est-à-dire si vous ne voulez pas que ces données soient publiées, les données de vos clients. Effectivement, nous, on est très attachés à protéger les données de nos clients. Hein. C'est l'histoire du secret bancaire, c'est tout ça. Je veux dire, il y a des choses que nos clients ne veulent pas, c'est effectivement retrouver leur compte bancaire aux yeux de tout le monde. Hein. On est tous comme ça. On ne veut pas que nos données de santé et nos données bancaires soient dévoilées. Et puis, eh bien, les crises comme celle qu'on vit aujourd'hui remettre aussi en lumière une autre menace qui est la menace étatique. Le combat, c'est souvent, bien sûr, le combat militaire, le combat économique, mais c'est aussi quelque chose de beaucoup plus hybride et qui, naturellement, va sur le champ cyber. De plus en plus, la guerre est aussi cyber. Et là, ça nous fait prendre conscience que les menaces de ce niveau-là doivent être prises en compte par les entreprises parce qu'elles sont beaucoup plus fortes. Si on a quelque part une armée cyber contre nous, c'est autre chose que quelqu'un qui a acheté sur le dark web un logiciel pour essayer de nous contraindre à payer une petite rançon. Ça peut être la destruction, ça peut être aussi la cyber-ingérence. Aller chercher des documents, des données stratégiques de l'entreprise, comment est-ce qu'elles sont protégées, comment est-ce qu'ensuite elles peuvent être volées et mettre en jeu la survie même de l'entreprise. Ce qu'on a vu en 2017 avec les Macron Leaks, côté politique, si je puis dire, ou gouvernemental, effectivement, avec la fuite de ces mails, existe aussi pour les entreprises. Alors, l'État français, avec l'ANSSI en particulier, nous met bien sûr en garde tous les acteurs des secteurs d'importance vitale. On a en France une organisation qui a identifié les secteurs d'importance vitale. C'est essentiel pour la résilience de l'État. Le transport, la santé, les banques, l'électricité, l'énergie, bien sûr. Bon, tout ça c'est important. Mais aussi pour la résilience des entreprises. Et voilà. C'est un concept intéressant que vous développez là, dans les solutions à apporter, ce que chaque chef d'entreprise devrait faire finalement au sein de sa société. Ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on a plusieurs niveaux de menaces, plusieurs niveaux de risques, donc, et que la protection, la digue qu'on construisait pour se protéger de menaces de niveau moyen, pour lesquels finalement on a fait confiance à des systèmes de surveillance et de protection classiques,
qui, bien sûr, s'adaptent au fur et à mesure des menaces. Mais il est sans doute urgent de prendre aussi conscience que le niveau de menace étatique, là, il peut être très fort. Au moment d'une crise, on reprend conscience qu'il peut y avoir la guerre en Europe. Il faut aussi prendre conscience qu'il peut y avoir la guerre dans le domaine cyber. Et là, il faut qu'on soit capable de rendre nos entreprises les plus résilientes possibles. La résilience, c'est quoi? C'est finalement encaisser le choc, c'est être capable de gérer une crise et puis être en anticipation, avoir bien identifié les activités cœur de l'entreprise. Oui. Tout à l'heure, on parlait bien sûr des données essentielles de l'entreprise. Quelles sont les données essentielles? Quelles sont les activités cœur qu'il faudrait être capable de faire ou de retrouver la capacité à faire lors d'une attaque cyber qui paralyserait l'entreprise? Donc, quelles sont nos priorités? Comment est-ce qu'on gère ça? Je crois qu'aujourd'hui, et on le voit bien avec l'ANSSI, mais je veux citer aussi le CDSE, le club des directeurs de sécurité en entreprise, qui a fait ce travail avec l'ANSSI pour éditer un guide sur la gestion de crise cyber, etc. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on sache que les entreprises sachent prendre ce sujet. Non seulement il faut se protéger, mais il faut être conscient qu'une crise cyber peut évidemment arriver. Et c'est parce que c'est une façon de détruire nos entreprises. La sécurité à 100% n'existe pas. C'est ça que vous nous expliquez ce matin. Il faut se préparer à des attaques qui pourraient passer entre les mailles du filet, mais que l'entreprise doit être en capacité de gérer. Exactement, c'est ça être résilient finalement. Ce qui passe aussi par la formation. Ah, bien sûr. Alors, parce que bien sûr, tout les failles sont humaines. Tout ça n'enlève pas les bons réflexes d'hygiène classiques. On peut les rappeler, c'est l'occasion. Et puis après, la formation des cellules de crise et l'entraînement dans des exercices, etc., etc. Je crois que il faut qu'on soit conscient que le niveau de menace, il peut rapidement augmenter et que nos entreprises, il faut les protéger si on veut qu'on reste dans une approche de souveraineté. Merci Antoine Creux. Une question pour vous, Antoine Perrin, puis Laurent Cher, qu'on rejoindra en visio. On en parle depuis le début de la matinée, mais sur ces questions de dépendance, est-ce que articuler souveraineté et mondialisation, ça n'est pas choisir ses dépendances? Est-ce que c'est pas ça le nouvel esprit dans ces coopérations? Alors, pas exactement, si vous me permettez. En fait, donc j'ai un peu insisté d'abord sur cette notion de chaîne logistique courte et régionale. La deuxième logique, si vous parliez d'anticiper, c'est de disposer en tout cas toujours de deux solutions pour le manufacturing, deux solutions pour l'approvisionnement de l'ensemble des composants ou matières critiques. Donc ce n'est pas forcément choisir sa dépendance, c'est surtout faire en sorte d'être dans une position de résilience où on a toujours plusieurs solutions possibles que l'on va utiliser en fonction évidemment de la situation, mais avec toujours, pour prendre une expression triviale, de fer au feu. Donc c'est ce qu'on fait. Après, je pense que ce que vous dites, Monsieur Creux, est très important, c'est-à-dire que c'est absolument net dans les fonctions achats, en tout cas d'une entreprise comme Schneider, c'est qu'aujourd'hui, ce management et cette anticipation des risques est devenu quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est bien une approche globale. Donc il y a les chaînes logistiques courtes, il y a qu'on appelle Power of Two, par ailleurs, la capacité à avoir toujours deux sources d'approvisionnement disponibles et de savoir les combiner et de travailler avec nos partenaires en amont, comme nos partenaires, par exemple, qui travaillent le métal, métallurgie, sidérurgie et mines, dont on parlait tout à l'heure, de manière à trouver des sources sur les métaux, sur les terres rares qui viennent de différents endroits. Donc, on peut penser pour les terres rares à l'Australie, on peut penser à certains pays d'Asie, à l'Amérique du Sud. Il y a parfois des solutions. Il faut les encourager à le développer. C'est ce que nous faisons. Il y a la cybersécurité et permettez-moi d'ajouter, il y a aussi toute la circularité pour réduire notre vulnérabilité, de travailler sur la circularité. Donc Schneider a pris des engagements pour que 50% de ces matières à l'horizon 2025 qui sont dans les produits soient des matières d'origine recyclée. Ça demande à travailler avec nos partenaires dans le métal, dans le plastique, dans l'électronique, de manière à pouvoir le développer. Laurent Cher, même question pour vous. Ma grand-mère aurait dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, finalement. C'est peut-être ça la clé du succès à l'avenir ?
Absolument. C'est très bien résumé. Votre grand-mère avait une longueur d'avance sur le sujet. Du bon sens. Exactement, le bon sens. Oui, en fait, je dirais même avec une formule un peu lapidaire, l'autarcie n'a pas d'avenir. L'autarcie n'a pas d'avenir au sens où on peut pas se permettre, je pense, on peut pas viser à produire en Europe tout ce qu'on a besoin d'y consommer, tout ce dont on a besoin pour notre économie. Et de la même manière, on ne peut pas espérer que les débouchés pour nos productions européennes se limitent à l'Europe. Donc, si je reprends un thème du débat politique actuel, réindustrialiser, très bonne idée, mais pour vendre à qui? Réindustrialiser, à mon sens, en tout cas dans le secteur exportateur, c'est pour vendre en fait au vaste monde. Et donc, la réduction de la dépendance, c'est pour avoir un maximum de marchés distincts à qui écouler nos productions européennes. Tous les trois qui êtes sur des marchés internationaux, la fin de la mondialisation, vous n'y croyez pas du tout? Antoine Creux? Non, je ne crois pas du tout que c'est la stratégie de nos entreprises. Et pour ce qui concerne mon groupe, effectivement, on est très présent sur les différents continents et on a bien l'intention de continuer à rester un acteur du développement. Antoine Perrin? Oui, de même. Je pense que le monde est malgré tout très global. Après, il s'agit de travailler cette résilience. Et par ailleurs, il me semble que le facteur que l'on voit émerger, c'est le cumul et la combinaison des crises. On disait on a été en crise depuis 20 ans, mais là, ce n'est pas des séquences de crises, c'est des cumuls de crises. Il y a la crise sanitaire, il y a la crise géopolitique, il y a la crise climatique, il y a la crise d'approvisionnement en énergie et peut-être demain en matière. Oui. Donc en fait, il y a un travail qui est finalement à la fois d'anticipation et de capacité, d'agilité, entre guillemets, de rebond et d'adaptation en permanence. Laurent Cher, même question. Un groupe mondial comme Pernod Ricard, numéro 2 mondial, croit encore à la mondialisation, même s'il s'agit d'être au plus près des marchés? Ah bah oui, totalement. Totalement. Aujourd'hui, on fait déjà 94% de nos ventes hors de France. Et donc la mondialisation, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est la seule possibilité de croissance, et que je pense pour beaucoup de secteurs de biens de consommation. Que l'on fasse de l'export ou qu'on fasse de la production plus près du consommateur, comme certains des collègues en parlaient, on n'a pas le choix que de se développer à l'étranger. Et de toute façon, si on ne le fait pas, ce sont d'autres qui le feront dans ces pays-là. Donc on a tout intérêt à nous, entreprises françaises et européennes, à être présentes dans ces marchés d'export pour pouvoir y vendre nos productions européennes notamment. C'est aussi une question de rayonnement de la France, bien évidemment, parce que la place que vous n'occuperez pas les uns et les autres, effectivement, sera occupée par d'autres. Est-ce que ces sujets de rayonnement, on voit le niveau de la balance commerciale, on va être à 100 milliards de déficit cette année, un record. Il y a évidemment des réformes à porter, à mener, mais est-ce que cette question du rayonnement de la France fait partie des stratégies, des interrogations, en tout cas, à vos différents niveaux, Antoine Creux? Je pense que quand on est une grande entreprise française, ce qui nous importe, c'est d'accompagner pour ce qui concerne le domaine financier, le développement des entreprises. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'autonomie stratégique, ce n'est pas l'autonomie tout court. C'est effectivement être capable d'échanger et de savoir comment trouver le juste équilibre. Donc, nous qui accompagnons le développement des entreprises françaises, eh bien, il est naturel qu'on se pose ce type de questions. Voilà, mais on y répond positivement. On n'a pas l'intention de se recroqueviller sur un marché national, voire européen. Antoine? Oui, à votre question, je pense que la réponse est oui. Et le rayonnement, en fait, est un peu le produit de l'excellence d'une activité. Donc, Schneider cherche à la fois bénéficier, mais aussi nourrir les écosystèmes. On est très impliqué dans l'écosystème industriel français, plus près de 40 sites industriels. Je préside Minalogic sur le numérique, 450 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'idée justement que c'est très important de baigner, nous en tant qu'entreprise, dans un écosystème dans lequel on est un peu give and take, si je peux le dire comme ça, mais qui va de l'avant et qui est, je pense qu'on peut le dire, en France, dans beaucoup de domaines, notamment le numérique, au niveau d'excellence mondiale. Donc surtout, continuons. Très bien. Comme conclusion, messieurs, merci d'abord, merci à tous les trois. Je retiens que si on ne reste pas positionné au plus près de nos marchés, eh bien, on perd des parts de marché, et que si la mondialisation a encore de beaux jours
devant elle, eh bien, il va falloir quand même s'adapter à une nouvelle donne. Merci. Merci à tous les deux. Merci à Laurent Cher qui était avec nous en visio, avec ce magnifique fond d'écran, ces quelques bouteilles de champagne derrière vous. Merci beaucoup. Et il est désormais temps, écoutez, de passer à notre